Il y a 10 ans, Mariam Ina Kanouté se lançait dans le coaching contre l'avis de ses proches. Parce qu'elle y tenait, parce que c'était sa mission de vie. Aujourd'hui, elle est l'une des coachs les plus réputées dans la sous-région ouest africaine. Mariam Ina Kanouté est l'invitée de Simplement Coach. Mariam Ina Kanouté, bonjour. Bonjour Karim. Dans quel état d'esprit arrives-tu à cet entretien? On peut parler de coaching, mais on peut parler également de ton univers particulier. Alors, super, ce matin, en train de préparer une mission terrain avec une organisation. Donc, esprit positif. Esprit positif. Il y a à peu près un peu plus de 10 ans, tu lançais une carrière qui ferait de toi aujourd'hui une des coachs qui compte au Sahel, on va dire, mais dans les pays de la sous-région ouest africaine. Je vais utiliser une expression que tu aimes bien. Qu'est-ce qui fait que la jeune Mariam lance son étoile de mer et croit que, avec le temps, elle finirait par arriver à ses fins? Alors, je pense que c'était au départ une période de défi de ma vie. Et je suis à une période de ma carrière où je n'avais pas une très longue carrière, une dizaine d'années, mais je ne me sentais pas dans mon élément. Et j'avais besoin de disruption, j'avais besoin de faire des choses auxquelles je crois, j'avais besoin de changement aussi. Et je crois que sur le plan personnel également, c'était une période de bouleversement. Et puis un beau jour, je suis tombée sur un message très puissant de l'univers qui me dit que c'est à moi de décider de mon chemin, c'est à moi de faire mes choix de vie et de faire de ma vie ce que je souhaite vraiment. Et là, tout de suite, ça fait son chemin dans ma tête. Je me suis dit, je crois que je ne suis pas à ma place et qu'il faut que je bouleverse tout, que j'ai le courage de tout changer et de prendre un chemin qui me convient, qui me parle. Et voilà d'où c'est parti. Mhm. Choisir ton chemin, bâtir ta propre voie, est-ce que c'est quelque chose qui te guide comme coach dans l'accompagnement que tu offres? Ah oui, complètement, parce que, et d'ailleurs, mon entourage aime le dire en me taquinant, parce que je suis un peu coach dans l'âme, je suis coach matin, midi et soir, et je suis intégralement moi-même, donc ça m'a pris avant tout l'authenticité. Et donc, choisir ma voie, ça fait d'abord de moi quelqu'un qui s'est aligné à sa mission de vie. Donc, à partir de ce moment, je fais deux choses. Je vis ce que je suis et je travaille en même temps. Et donc, au quotidien, voilà, ça, apparemment, l'entourage le sent un tout petit peu trop. Ça veut dire que même le soir à la maison ou pendant avec mes amis, on dit, oh, arrête d'être la coach là. Parce que bon, c'est ce que je suis tout simplement, quoi. Je ne suis pas en train de jouer un rôle ou en train de travailler à un moment donné, en train d'être moi-même à un autre moment. Je crois que je suis juste intégralement la même personne. Qu'est-ce qui fait qu'on sent le besoin justement d'être coach? Qu'est-ce qui fait qu'on est coach dans l'âme? D'abord, je pense que spirituellement, ça doit être déjà un chemin de vie. Donc, c'est un appel. À mon avis, c'est avant tout un appel et non un métier. Ensuite, je pense que c'est aussi le chemin des gens qui ont connu des hauts et des bas et qui ont envie de partager des expériences, qui ont envie d'apporter de l'aide aux autres. Et donc, je vais dire, c'est le chemin de personnes qui ont connu aussi des défis, des blessures, des faux départs, des projets ratés, des échecs, et qui se sont relevés de ça et qui se disent qu'ils peuvent accompagner les autres à devenir meilleurs, même après avoir connu des moments difficiles. Je pense que c'est ça qui définit la majorité des coachs.
Tu as fait fi de tous ceux qui t'ont dit: «Ah, ça c'est difficile en Afrique, les gens n'iront pas voir une coach pour se faire accompagner». Tu as fait fi de tout ça. Comment? Pourquoi? Parce que tout simplement, je croyais fermement à ce que je faisais. Sinon, la première chose, surtout qu'à l'époque, pratiquement dans la sous-région, il n'y avait aucun autre coach en exercice, ou en tout cas très peu. C'est un truc pour les Blancs, ça ne va jamais marcher chez nous. Il y avait plein d'idées reçues comme ça. Et puis, il y avait aussi le fait que ce n'était pas connu, effectivement. Et il fallait déjà que les gens comprennent de quoi il s'agit avant de pouvoir faire appel à un coach. Donc, c'était vraiment un chemin à baliser avec quelques pionniers. Et particulièrement vraiment dans les pays où j'interviens, c'était très compliqué au départ. Ça l'est encore d'ailleurs, hein, parce qu'il y a encore énormément de managers qui hésitent à faire appel à un coach ou qui ont une idée très, très déformée de ce que c'est que le coaching. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'est arrêté. Donc, faire face aux préjugés, c'était facile pour moi parce que je croyais fermement à mes choix. Donc, je tombe, je me relève, j'ai des moments difficiles, j'ai des fins de mois compliquées, mais j'ai jamais pensé abandonner, je me suis jamais dit qu'il y avait un plan B, jamais. Mmh. Donc, pour moi, c'était ça et rien d'autre. Alors, tu accompagnes des entreprises et des gestionnaires notamment, et tu parles de la difficulté. Au fil du temps, comment justement le coaching est perçu par ces entreprises et par ces gestionnaires? Alors, au fil du temps, aujourd'hui, ils sont nombreux, mais enfin, je ne sais pas si on va dire nombreux ou pas, mais en tout cas, ils commencent à être nombreux à comprendre que la performance de l'organisation n'est pas uniquement dans leurs mains, parce qu'il y a plusieurs volets de performance. Et ce qui définit beaucoup de managers d'ailleurs, c'est être très fort, être technicien dans leur domaine de compétences. Et alors que ce n'est pas de ça dont on parle. Moi, je m'adresse particulièrement au potentiel humain de leurs collaborateurs. Et parfois, ils peuvent être très bons dans leur domaine, mais avoir vraiment des défis à relever dans ce sens-là. Ensuite, on est dans une période un peu trouble, on va dire, de changement un peu partout d'écosystème, de modèles, un changement politique, des changements. Le monde est profondément en changement actuellement et ça va très vite. Donc, ça fait aussi que les managers visionnaires ont compris qu'il faut se faire accompagner parce que les collaborateurs qui sont autour pour atteindre la performance, ça devient un tout petit peu plus compliqué qu'avant. Ensuite, on a aussi une nouvelle génération de talents qui amène une nouvelle façon de faire et les managers sont un tout petit peu surpris de cette nouvelle génération qui rejoint aujourd'hui les équipes qui ont 25 ans, qui ont un tout petit peu plus ou un tout petit peu moins, qui ont une autre façon de faire. Et donc, face à tout ça, ceux qui sont visionnaires voient tout de suite que oui, il y a quelque chose à saisir dans cet accompagnement-là et ça peut nous aider à atteindre nos objectifs et à faire de la performance. Mmh. Ça vient avec une certaine humilité parce qu'en général, les gens sont nommés à la tête d'organisation pour leur expertise et d'accepter que, gérer, c'est un autre métier et ça prend d'autres outils. Pas toujours évident pour quelqu'un qui est souvent là depuis 25 ans et qui a une certaine renommée au niveau technique. Tout à fait. Et d'ailleurs, on y va souvent à petits pas. C'est-à-dire, voilà, la personne nous lâche un morceau en disant, oui, c'est vrai que vous pourrez m'aider sur ce plan-là, mais bon, du genre, le reste, ça va, quoi, je m'en sors. Et après, quand ils voient ce qu'on peut vraiment impulser comme changement, tout ce qu'on peut faire, ils sont après ouverts à donner d'autres missions d'accompagnement. Et petit à petit, Mmh. ça débloque. Ça débloque aussi parce que on fait un effort de communication. Moi, particulièrement, avec les grandes institutions, j'ai fait également beaucoup de communication, que les gens voient que, voilà, ce n'est pas des gens qui sont incompétents, mais c'est des gens qui ont besoin d'avoir ce zoom arrière d'un autre spécialiste dans certains domaines de compétences. Mmh. Et donc, au fur et à mesure, je pense que ça amène aussi les gens à se
accepter, à s'ouvrir à l'accompagnement. Mais sans C'est le compter recul aussi nécessaire. le recul C'est le nécessaire. recul On a aussi nécessaire. les grands présidents se font accompagner, les grands managers se font accompagner. Je pense que ça commence à faire son chemin. Alors, en Afrique particulièrement, vous devez composer avec la, entre guillemets, la concurrence d'autoproclamés coachs qui ont écrit deux, trois textes sur Facebook, qui font des vidéos. Comment on fait ça? Alors, en réalité, chez moi, il y a deux paramètres. Hein. Sur le plan professionnel, ce ne sont pas des gens qui nous mettent en danger du tout, parce que nous les voyons sur Internet, nous ne les voyons pas sur le terrain. Sur aucun terrain d'organisation professionnelle, je ne vois ces gens-là. Donc, ça ne me menace pas. Après, sur le plan de la visibilité et sur le plan surtout du travail que nous offrons en ligne pour aider à faire de la transformation mentale, oui, parfois ça peut déranger parce que nous nous battons pour mettre de la responsabilité, pour mettre de la conscience et ces gens amènent exactement la démarche contraire parce que ces gens veulent donner ce qui fait plaisir. Donc, ils sont plus à la recherche de visibilité que vraiment de changement mental pour le grand public. Donc, parfois, ils font exactement le contraire de ce qu'on est en train de faire. Et donc ça, parfois, ça me fend le cœur, comme on dit, ça me fait de la peine pour toutes les personnes qui vont écouter n'importe quoi. Mais bon, c'est partout sur la toile, c'est pareil dans d'autres domaines. Il y a tous ces amateurs qui viennent dire ce qu'ils veulent. Et voilà, les personnes qui cherchent la qualité trouveront toujours la qualité. Ensuite, la dernière chose que ça peut induire, c'est quoi le coaching? Le coaching est un métier qui est nouveau. Et donc, quand c'est arrivé avec ces faussaires-là et voilà, c'est tout ce que j'appelle les clowns d'Internet, bon, ça contribue malheureusement à ne pas faire comprendre exactement c'est quoi le métier. Donc, on a un travail didactique d'un côté et ça détruit la compréhension du coaching. Donc, moi, je m'évertue toujours à faire un peu de pédagogie autour de ça et dire aux gens ce que c'est vraiment, c'est pas ce que vous voyez sur Internet, c'est un métier, voici les conditions. On essaie de le faire, mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, un coach, ça se réduit au coach Internet qui, voilà, qui viennent un Qui peu donne des conseils, voilà, qui donne des supposément. conseils. Exactement. Alors qu'en plus, un coach, c'est tout sauf quelqu'un qui donne des conseils. Alors, on a souvent dit, enfin à tort ou à raison, que certains acceptent une espèce de fatalité de la vie et se réfugient justement derrière le confort de je peux pas faire grand-chose, c'est Dieu, c'est la providence, etc. Comment on fait dans ce cas-là, en tant que coach, de ramener la responsabilité individuelle et d'accompagner les gens justement dans ce qu'ils sont capables de le faire et peut-être qu'ils ignorent? Alors, c'est là tout l'accompagnement du coaching de vie, quand c'est du coaching individuel de vie, où il faut ramener la personne, parce que ce genre d'idées reçues et comment je vais dire, de conditionnement, de programmation, vient d'expériences vécues. Donc, la personne a certainement vécu des expériences qui lui ont amené à se croire impuissant face à sa vie. Et cette personne s'est dit désormais, c'est la providence qui va me porter. Je ne suis pas maître de mes décisions, je ne suis pas maître de ma vie. Donc, c'est tout ce travail parfois de reprogrammation que nous devons faire au départ et amener la personne à savoir sa propre dimension. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui, nous ne sommes pas n'importe quoi. Nous sommes tous des êtres qui comptent dans l'univers. Nous ne sommes jamais là en vain, nous ne sommes pas là pour rien. Et donc, il faut replacer cette personne dans sa vraie dimension d'individu. Ensuite, travailler également à déprogrammer les idées reçues. Ça peut être à la famille, ça peut être des expériences, ça peut être le vécu d'autres personnes autour. Donc, nous travaillons parfois à déprogrammer tout ça. Mais nous travaillons surtout à amener la personne à se projeter. Parce qu'en fait,
Nous avons tous cette envie de nous projeter loin, d'avoir des grands rêves, de vouloir des choses. Et c'est là où la petite voix te dit, oh, tu peux pas. Et nous, on est là pour te dire, mais tu peux. Qu'est-ce que tu veux si, si tu es sûr de l'avoir? Et donc, on a cette question vraiment à 500 000 $, quoi. Si tu es sûr d'y arriver, si tu as tout ce dont tu as besoin, de quoi est-ce que tu aurais rêvé? C'est à ce niveau qu'on arrive à trouver quelle est vraiment la vision de la personne. Parce que les gens se freinent, ils se disent, mais c'est jamais possible, je ne vais pas y arriver. Et si j'échoue, nous, on te dit, mais ça ne te coûte rien de le vouloir. Personne, t'as pas si on ne te donne pas d'obligation de résultat, qu'est-ce que tu aurais demandé? Ou si on te donne tout ce dont tu as besoin, on te dit que tout sera possible, qu'est-ce que tu demanderais? Et c'est à ce moment qu'on peut toucher du doigt ce que la personne veut. Et quand ces moments arrivent, on voit de la joie venir, on voit les yeux qui brillent, on voit la personne s'animer. Et c'est là où on touche vraiment sa dimension, sa puissance personnelle et qu'on peut l'activer, l'amener à se mettre en route. Après, le chemin peut être long, hein, je le dis toujours. On n'a pas dit que c'est facile, on a dit que c'est possible. Et que le jeu en vaut la chandelle. Quelle est ta définition du coaching, Mariam? L'accompagnement du potentiel humain dans toutes ses dimensions. Parce qu'à la fin de la journée, et j'aime bien le dire, on parle de foyer, on parle d'organisation, on parle d'association, on parle de groupe. En réalité, derrière toutes ces entités, il n'y a qu'une seule réalité, c'est l'humain. Toute forme de réussite que nous voudrions de toutes ces entités-là, d'un foyer, d'une organisation, d'un État, ne dépend que de cette ressource principale qui est le potentiel humain. Et donc, nous nous accompagnons le potentiel humain et pour sa pleine expression. Voilà, sa pleine expression. Alors, on a tous des angles morts ou des aspects à développer. Qu'est-ce que tu as dû travailler pour être la coach que tu espérais et qu'est-ce que tu continues de travailler personnellement? L'écoute. Quand je suis devenue coach, je parlais beaucoup. J'écoutais moins. Aujourd'hui, j'apprends à plus écouter et à plus me taire. L'humilité, l'empathie également, beaucoup d'empathie. Et la détermination à faire ma part. Surtout, la détermination à mener ma mission. Que ferais-tu d'une baguette magique si tu l'avais aujourd'hui? Je ferais de tous les jeunes Africains des êtres conscients, responsables et décidés à faire de l'Afrique ce à quoi nous rêvons. Est-ce que c'est la voie que tu sens, que tu soupçonnes ces derniers temps? Oui, d'un côté, on a beaucoup de défis à relever et j'y travaille constamment. D'un autre côté, j'ai beaucoup d'espoir parce que je vois une nouvelle génération décomplexée qui a envie de changer les choses, elle est disruptive, elle ne se défrise pas les cheveux, elle aime les tissus ethniques, elle affirme son identité, elle est créative. Et donc, oui, j'ai beaucoup d'espoir. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de travail, encore de responsabilité, de conscience à cultiver, mais je suis sûre que nous allons y arriver. Mmh. Et le métier de coaching, de coach en Afrique, comment tu l'entrevois, dans les années à venir? Je pense que ce métier va plus se répandre, plus se professionnaliser, bien sûr, mais beaucoup plus se répandre. Parce qu'au-delà de tout, les gens pensent que c'est un métier de mode. Je dis non. Si on fait attention à l'évolution des choses et à la pyramide de Maslow, on a simplement dans le monde une grande majorité de personnes qui ont fini de remplir leurs besoins de base, leurs besoins de sécurité, leurs besoins d'appartenance, qui ont envie aujourd'hui de s'affirmer, de se réaliser. Et c'est pourquoi ce besoin de coaching est là. Et il y en aura de plus en plus. En Afrique, en 2050, on aura plus d'une cinquantaine de millions de foyers prospères où les gens ont du pouvoir d'achat et les gens ont envie d'être tout simplement heureux.
Et je crois que c'est ça qui explique ce métier. Et on sera de plus en plus nombreux à pouvoir répondre à ce besoin des individus, à s'élever au-dessus de la moyenne, à avoir une meilleure estime, à s'affirmer, à avoir confiance, à réaliser des grandes choses. Je suis sûre de ça. À quelle question Mariam n'a pas répondu ce matin, à laquelle elle aurait souhaité répondre? Oh, est-ce qu'on n'a pas tout dit? Ce que je souhaiterais peut-être expliquer, ou en tout cas la question à laquelle je souhaiterais répondre, comment est-ce qu'on définit un bon coach? Je pense que, comment on cherche tout simplement un coach? Je pense que la première chose, c'est de vérifier que ce coach a été formé et dans des organismes sérieux. Ensuite, échanger aussi avant d'engager le coach, discuter avec le coach, voir si il y a un feeling qui passe. Et voilà, c'est très important de se choisir le coach, non en fonction de nos peurs, en fonction de nos espoirs. Et ça, c'est important. Merci infiniment pour cet entretien, Mariam. Merci beaucoup, Karim. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Merci, au revoir. Merci, bonne journée.